Bienvenue à ce webinaire de la chaire Clé, chaire de l'économie environnementale. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. La chaire Clé, c'est un programme de recherche qui est porté par la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc et en partenariat avec Grand Annecy. Cette chaire, elle s'articule autour de trois grands axes de recherche qui sont l'économie circulaire, les nouveaux modèles économiques et la transition énergétique. Le webinaire d'aujourd'hui, qui s'appelle le prix interne du carbone, l'arme secrète des entreprises pour la transition, nous sera présenté par Aude Pommeret, qui est professeure en sciences économiques et directrice de la chaire Clé. Ses travaux portent notamment sur les enjeux de l'économie environnementale, les politiques climatiques, les outils économiques mobilisés dans les stratégies de transition. Et le sujet du prix interne du carbone est aujourd'hui au cœur des réflexions des entreprises. C'est pourquoi on en parle et nous allons y consacrer 1 heure. Cette conférence permettra d'éclairer les usages, les opportunités, mais aussi les limites de cet outil stratégique qu'est le prix interne du carbone. Et on verra aussi des aspects opérationnels pour les organisations et les territoires. Pour me présenter brièvement, je suis Sandra Pimbraud, je suis coordinatrice des chaires partenariales à la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et je vais vous donner quelques petites précisions techniques avant de démarrer. Le webinaire se terminera à midi. Il est enregistré, comme vous avez pu l'entendre. Et si jamais vous souhaitez revoir ou diffuser ensuite ce webinaire autour de vous, un replay sera disponible et envoyé dans les prochains jours. Et pour un souci de fluidité, je vous demanderai de verrouiller vos micros et d'enlever vos caméras pour avoir la bande passante de bien passer les slides. Et ensuite, un temps d'échange sera prévu dans à peu près 40 minutes. Mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. Je pourrais modérer les questions. Si on n'est pas trop nombreux, ça ne sera pas un souci aussi d'ouvrir vos micros à la fin de la session et de poser vos questions directement pour éclaircir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite un très bon webinaire à toutes et à tous. Et Aude, je te cède la parole. Merci beaucoup Sandra. Bonjour à tous. Le prix interne du carbone, je vais en parler en articulant ma présentation en deux parties. La première partie sera consacrée au mécanisme de tarification du carbone, avec une introduction expliquant pourquoi c'est intéressant, le prix interne du carbone. Et puis dans une deuxième partie, on aura une approche beaucoup plus appliquée, où on verra comment on peut se servir du prix interne du carbone quand on est une entreprise. Je terminerai avec quelques sujets d'ouverture ou de discussion sur les travaux qui pourraient être menés et pour certains qui sont en train d'être menés dans la suite de cette réflexion sur les prix internes du carbone. Alors, en quoi consiste le prix interne du carbone? C'est une valeur monétaire fictive que l'entreprise choisit de manière volontaire. Alors, le fait qu'il soit fictif, c'est vraiment une dimension qui est importante. C'est-à-dire que c'est un outil qui va servir dans les décisions, mais qui ne va pas être payé à aucun moment en réalité. Donc, c'est vraiment une valeur qui n'a aucune réalité ensuite du point de vue des paiements, par exemple. Il va permettre de donner un coût économique aux émissions de CO2. Donc ça va permettre de valoriser les émissions de CO2, de leur donner une dimension avec des euros qui sera aisément manipulable pour calculer par exemple des valeurs actuelles nettes, pour prendre des décisions d'investissement ou pour les intégrer dans des chiffres de résultats. Ça permet en fait quelque part une certaine homogénéité, ça permet de s'abstraire du multicritère qui peut poser des problèmes de prise de décision ensuite. D'accord? Quand on a plusieurs critères et qu'on doit prendre une décision, lequel on va privilégier, voilà, ça peut ouvrir la porte à des décisions qui sont moins fondées ou moins rationnelles. Et donc pratiquement, ça va consister à attribuer un montant en euros à chaque tonne de carbone émise. Alors, pourquoi c'est intéressant de se définir un prix interne du carbone? Alors, la première chose, la première grosse raison, ça consiste à se préparer à la réglementation future. Dans le jargon des économistes, ça consiste à intégrer ce qu'on appelle le risque de transition
dans la gestion des entreprises. Donc ce risque de transition, il s'oppose à autre chose qu'on appelle le risque physique. Le risque physique, c'est vraiment le risque de dommages environnementaux. C'est le risque de voir ses cultures détruites, c'est le risque d'avoir un ouragan. Voilà, donc ça, c'est le risque d'avoir des dommages environnementaux et ça s'appelle le risque physique. Le risque de transition, c'est le risque d'avoir des politiques environnementales qui cherchent à limiter ou réduire ces dommages environnementaux en faisant de la mitigation, en faisant de l'atténuation, c'est-à-dire de la réduction des émissions de CO2. Donc l'idée, c'est vraiment ça pour les entreprises, c'est être prêt en cas de réglementation future. Et ce qui est compliqué, c'est qu'actuellement, enfin, on a toujours été dans une situation d'incertitude vis-à-vis de cette réglementation future, mais ça n'a pas tendance à s'arranger. On a des signaux un peu contradictoires. C'est compliqué d'avoir une visibilité et de savoir à quoi s'attendre en termes de réglementation. J'y reviendrai dans un instant parce que c'est vraiment un point qui est très important avec le slide suivant. Donc, si on a un prix interne du carbone, bah, ça va nous donner un outil très pratique, très facile à utiliser pour favoriser les choix bas carbone. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de pénaliser avec un outil qui sera en euros, pénaliser les choix qui ne sont pas bas carbone. Ça peut ensuite, euh, c'est un peu dans un second temps, faciliter l'accès au financement. Parce qu'à partir du moment où on a ce prix du carbone, qu'on est préparé pour la réglementation future, donc quelque part on est un peu plus résilient vis-à-vis de la réglementation, qu'on peut montrer qu'on utilise ce prix du carbone pour nos décisions d'investissement, eh bien, quelque part, c'est donc une preuve qu'on essaie de s'inscrire dans de la soutenabilité et ça peut faciliter l'accès à certains financements. Donc, on a des établissements bancaires en particulier qui vont regarder si l'entreprise s'est dotée de prix du carbone et éventuellement aussi le niveau de ce prix pour accorder ou non des financements. Ensuite, une dimension qui commence aussi à être relativement importante, qui est celle de la mobilisation des collaborateurs. Donc, on a de plus en plus de travailleurs, de salariés qui ne vont pas vouloir travailler pour des entreprises qui ne sont pas utiles à la société. Donc, en l'occurrence, essayer vraiment d'éviter de travailler pour des entreprises qui sont dans les secteurs fossiles. Donc ça, c'est un peu le minimum, mais qui vont même apprécier de travailler dans une entreprise qui montre qu'elle œuvre pour le bien commun. Et donc typiquement, avoir un prix du carbone, c'est un signal que l'entreprise cherche à travailler pour le bien commun. Et donc on a de plus en plus, on a des études vraiment qui montrent que c'est compliqué d'attirer des salariés dans des entreprises qui n'ont aucune dimension de soutenabilité. Ensuite, ça permet de réorienter la stratégie d'entreprise. Donc là aussi, on se situe plutôt quelque part en aval du problème de réglementation future. C'est-à-dire que si on voit que la stratégie d'entreprise n'est pas résiliente à un prix du carbone, c'est-à-dire que le résultat net devient négatif ou très faible à partir du moment où on valorise les émissions de l'entreprise, ça veut dire qu'elle a potentiellement un problème stratégique si est mise en place dans le futur une réglementation environnementale qui va mettre un prix sur le carbone. Donc l'entreprise, quand elle voit que actuellement elle n'est pas résiliente à une telle réglementation, eh bien ça lui permet de réorienter sa stratégie et de faire potentiellement des scénarios dans lesquels elle va mettre un prix du carbone pour voir quand est-ce que ça passe et quand est-ce que ça ne passe pas. Voilà, donc c'est un vrai outil pour la stratégie de l'entreprise aussi. Et enfin, bah, ça va permettre de piloter la réduction d'émissions à tous les niveaux, c'est-à-dire bah, dans les différents services euh, de, de l'entreprise. Donc ça, j'y reviendrai après parce que éventuellement, même l'entreprise peut se fixer des prix du carbone qui seront différents en fonction du service concerné. Et donc ça, j'y reviendrai ultérieurement. Donc, se préparer à la réglementation future. Donc là, je vous ai mis une citation. C'était dans Le Monde du 26 février dernier. Un collectif de représentants de l'industrie de la transition qui disait la décarbonation, c'est la condition de la survie industrielle et de l'autonomie stratégique européenne. Et moi, ce qui m'a frappé dans cet article, c'est qu'il était vraiment précisé les difficultés actuelles de l'industrie européenne appellent constance et clarté. Donc ça, c'est vraiment ce à quoi je faisais référence dans mon premier point ici, se préparer à la réglementation future.
Ça va être d'autant plus facile et d'autant plus intéressant pour les entreprises qu'on a un peu de visibilité sur cette réglementation, qu'elle n'est pas trop incertaine. Donc, je finis le paragraphe. La France doit être en première ligne à Bruxelles et fédérée autour d'elle pour défendre un marché carbone consolidé avec un vrai fléchage des revenus vers la décarbonation industrielle, des mesures ciblées sur la taxe carbone aux frontières et sur l'Industrial Accelerator Act à venir, telles que l'orientation de la commande publique et privée vers les produits bas carbone et recyclés. Seule une approche cohérente et ambitieuse de ces dispositifs permettra à l'industrie européenne de faire face aux défis actuels. Donc c'est vraiment un appel à une réglementation, enfin oui, une réglementation environnementale euh, plus stricte et plus constante, qui donnera plus de visibilité aux entreprises. Alors, je vais poursuivre avec un rapide panorama de ce qui existe pour l'instant en termes de tarification et de valorisation du carbone. C'est-à-dire ça, ce n'est pas les prix fictifs, c'est les prix qui existent déjà pour le moment dans l'économie française, voire européenne. Alors, la première, c'est la contribution climat-énergie. Donc, en traduction euh, économique, ça, c'est la taxe carbone, mais on essaie de l'appeler de façon un petit peu plus séduisante qu'une taxe carbone. Alors, son mode de fonctionnement, donc, bah, c'est une taxe qui porte sur les émissions de CO2. Elle est de 44 euros actuellement par tonne de CO2. Elle n'a même pas été mise à jour pour l'inflation. Elle est bloquée là depuis les Gilets jaunes. Et en réalité, depuis les Gilets jaunes, la taxe carbone est devenue un vrai tabou. Et donc, pour l'instant, il est complètement impossible qu'elle réaugmente. Alors, il y a eu des choses qui étaient assez surprenantes. Donc, il me semble que c'était au moment où Barnier était Premier ministre. On a eu des annonces de taxes sur l'électricité. Donc, pour les économistes, ça, c'est, enfin, de l'environnement en particulier, ça, c'était vraiment contre-productif, hein, d'accord? Parce que l'électricité française est très largement décarbonée. Donc, voilà, l'idée, c'était on avait un problème de finances publiques, trouver une taxe, voilà, et l'électricité n'était pas très chère à ce moment-là. Pourquoi pas une taxe sur l'électricité? Et donc la réponse des économistes, c'est bah, pourquoi pas une taxe sur le carbone plutôt? Ça a le même effet sur les dépenses publiques, sauf que ça taxe la bonne chose et ça fournit les bonnes incitations. Enfin, toujours est-il que ça a très vite été abandonné, cette idée de taxe supplémentaire sur l'électricité. Et puis, mais donc, on a toujours une taxe carbone qui est bloquée à 44 euros par tonne de CO2. Un fun fact intéressant quand même, hein, si on fait la somme des taxes sur l'électricité et celle sur les énergies fossiles, en France, l'électricité est davantage taxée que les énergies fossiles. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose enfin, qui est intéressant, problématique et qui demanderait probablement à être changé. Autre type de dispositif, on a le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, donc CQUE en français, ETS en anglais. Donc ça concerne l'industrie essentiellement, donc pas tous les secteurs, mais c'est le TS1 qui a vocation à être étendu avec le TS2 ou le CQUE2 au secteur des transports et du logement, et donc il va toucher bien davantage les ménages que ne le fait pour l'instant le système actuel. Donc ça, ce système-là, je vous montrerai des niveaux. Je peux peut-être le faire maintenant. Voilà, donc ça vous donne une idée du niveau des prix sur ce marché, sur ce CQUE qui touche l'industrie actuellement. Donc vous voyez bah, que c'est très volatile, qu'on a atteint les 100 euros par tonne de CO2 qui commençait à être quelque chose de vraiment sérieux. Et puis bah, depuis, on est plutôt aux alentours de 70. Voilà, et pour l'instant, bah, les choses ne vont pas très vite en ce qui concerne le CQUE2. Ce système qui est donc est appliqué en Europe pose potentiellement un problème de compétitivité puisque les produits européens se retrouvent plus chers que les produits hors Union européenne qui ne sont pas frappés par ce prix du carbone, ce CQUE. Et donc a été conçu un mécanisme pour corriger ça, donc pour mettre tout le monde un peu au même niveau, qui s'appelle le MACF, hein, ou CBAM en anglais. Donc MACF, c'est pour mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.
Et bah, le champ d'application, ça va concerner les mêmes industries que celles qui sont concernées par le CQUE. Et l'idée, c'est que si un producteur européen importe des matières hors Union européenne, eh bien, il va devoir payer le prix du carbone du CQE à hauteur des émissions qui sont contenues dans le bien en question. Donc, par exemple, si un producteur de voitures européen importe de l'acier turc, eh bien, le contenu en carbone de l'acier turc, quand ça va arriver aux frontières de l'Union européenne, va être taxé au niveau, à ce moment-là, du prix qui prévaut sur le marché CQ. Et ça va être payé par l'importateur, c'est-à-dire par le producteur de voitures. Donc on voit qu'ici, ce mécanisme pose certains problèmes. En particulier, ben, il touche bien les importations, mais il ne touche pas les exportations. Et puis, eh ben, il n'en reste pas moins que la voiture qui va être produite avec de l'acier ou européen sur lequel s'applique le CQ ou turc sur lequel s'applique le MACF, ben, cette voiture, elle va se trouver plus chère qu'une voiture chinoise, au moins pour cette raison-là. Donc ça n'élimine pas tous les problèmes. Mais il est à garder à l'esprit que l'un des objectifs de ce mécanisme, c'est pas seulement sa mise en place, qui aussi au passage est un peu complexe, hein, parce qu'il faut mesurer les émissions à l'intérieur des produits, mais aussi de créer des incitations pour que des coalitions climat se mettent en place. Et on commence à le voir, c'est-à-dire que les pays dont on importe euh, l'acier, par exemple, eh bien, ou l'aluminium, vont se dire, mais peut-être que plutôt que de vendre moins à l'Union européenne, et puis que ce soit taxé, et puis que ce produit de la taxe soit gardé par les instances européennes, euh, peut-être qu'on devrait mettre en place, nous, une taxe carbone à l'intérieur de notre pays, ce qui permettrait une exonération, parce qu'à partir du moment où il y a égalité entre les taxations hors Europe et en Europe, eh bien, il n'y a plus de problème de taxation quand ça rentre à l'intérieur de l'Europe. Eh bien, à ce moment-là, ça permet aux produits, enfin aux pays, pardon, donc Mozambique, Bangladesh, de conserver le produit de la taxe et de ne plus payer le MACF. Donc oui, ça c'est quelque chose que je n'ai pas précisé. Donc quand je dis que le produit, quand il est importé en Europe, est taxé à hauteur du prix du CQ, en fait, si jamais il y a une réglementation environnementale dans le pays, s'il y a un prix du carbone, bah, c'est que le différentiel entre le prix du carbone dans le pays et le prix du CQE qui doit être à ce moment-là payé par l'importateur. Donc voilà, un mécanisme qui n'est pas parfait, un prix du carbone, enfin, une taxe carbone qui est faible en France, pour des raisons d'acceptabilité. C'est devenu un peu tabou. Un prix sur le CQE qui commence enfin, qui a eu, quand il était à 100 euros, un niveau tout à fait respectable. Mais maintenant, le niveau est plus faible, ce qui traduit probablement le fait qu'on n'a pas vraiment confiance dans les politiques climatiques futures. Et puis un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui corrige un peu les problèmes de compétitivité. Et puis on espère qu'il va créer des coalitions climat. Et on les voit hein, qui se forment effectivement. Des pays en développement qui se mettent à mettre des prix du carbone, par exemple. Donc voilà pour l'essentiel des prix. Ensuite, on a d'autres dispositifs qui ne passent pas directement par des prix, qui vont être par exemple du label bas carbone. Donc les entreprises peuvent faire labelliser des projets, mais ça ne va pas rentrer en fait dans leurs obligations, en particulier CSRD, ou ça peut pas rentrer, enfin elles peuvent s'en prévaloir pour les CSRD, mais par exemple si c'est une entreprise qui fait partie du secteur touché par le CQE, ça ne va pas lui permettre de remplir ses obligations. Pardon. Et enfin, donc on a la CSRD qui est plus un dispositif de transparence dans lequel les entreprises doivent communiquer ce qu'elles font en termes de soutenabilité. Et ben, elle aussi, en particulier avec le paquet législatif Omnibus relativement récent, on voit que ça a plutôt tendance à s'affaiblir plutôt que se développer ou se renforcer. Donc au départ, ce sont les entreprises très grosses qui sont touchées, et puis après, dans le temps, les entreprises de plus en plus petites, et on voit que tout ça a tendance à se décaler dans le temps. Voilà, ce qui ne donne pas des signaux, en fait, tout ça ne donne pas des signaux de politique réglementaire très, très solides, voilà, qui seraient nécessaires, qui aideraient, en fait, les entreprises à prendre les bonnes décisions.
Donc ma deuxième partie, donc elle va être davantage appliquée. Elle va s'intéresser à la façon de définir et surtout d'appliquer un prix du carbone pour les entreprises. Et puis on va prendre des cas pratiques d'entreprises qui utilisent des prix du carbone. Donc la première composante, bah voilà, le prix du carbone. Comment est-ce qu'on va le définir? Donc ça, les entreprises, elles définissent en général leur propre prix du carbone, qui va être défini en fonction du contexte, de leur organisation, de leur secteur d'activité et de leurs ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc parfois, elles vont être un peu prudentes, elles vont juste essayer, voir ce que ça donne, voir ce que ça change, ou au contraire, être beaucoup plus agressive, mettre des prix du carbone beaucoup plus élevés. Donc certaines vont le mettre par exemple à 200 euros la tonne de CO2. Et donc bah, pour rappel, c'est plus élevé, mais plus de 2 fois plus élevé que ce qu'on a sur le marché européen. Mais évidemment, tout ça est un peu biaisé, c'est-à-dire les entreprises qui vont avoir tendance à faire ça, c'est les entreprises qui sont propres, qui ont intérêt à faire ça, pour lesquelles ça ne change pas tant que ça leur stratégie, ça ne plombe pas tant que ça leur résultat net. On le verra après dans les exemples. Euh, mais en même temps, on a des institutions qui publient des trajectoires de prix carbone qui peuvent servir de référence. Et en particulier, eh bien, ces trajectoires de prix carbone, pour certaines, donc en ce qui concerne par exemple la Commission Kiné et la Banque européenne d'investissement, elles s'en servent vraiment pour orienter les décisions d'investissement. Donc par exemple, donc je vais prendre cet exemple ici de la Commission Kiné parce que c'est vraiment aussi une démarche qui pourrait être utilisée par les entreprises pour déterminer leur propre prix du carbone. La Commission Kiné, c'est donc elle qui détermine la valeur tutélaire du carbone pour la France. Et donc cette valeur tutélaire, elle est utilisée lorsque on doit décider d'investissement public en France. Donc par exemple quand on construit une autoroute ou quand on construit une ligne de chemin de fer. Comment est-ce qu'elle est construite? Donc là, je vous la donne, hein. Ça, c'est les niveaux du prix du carbone, quelque part officiels en France et qui sont utilisés lorsque les décisions d'investissement public sont prises. Donc actuellement, c'est autour de 256 euros par tonne de CO2. Donc très élevé, beaucoup plus élevé que la valeur du CEQE. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche coût-efficacité qui est utilisée pour obtenir ces valeurs ici. Et ça, c'est vraiment une approche qui pourrait être employée par les entreprises pour déterminer leur prix interne, voire leur prix interne au pluriel. Je m'explique. Ce qui est fait dans cette commission kiné, donc c'est une commission qui regroupe des administrations, des académiques, beaucoup de parties prenantes en fait, des syndicats. Et donc, c'est très collégial, c'est très consensuel autour de cette valeur. Et l'objectif, donc le fait qu'on utilise une approche coût-efficacité consiste à dire, en fait, on sait qu'on a un objectif zéro émission nette en 2050. Quel devrait être l'équivalent taxe dans le temps qui nous permettrait d'atteindre cet objectif en 2050? Et donc, on voit que, eh bien, d'abord, c'est pas un niveau qui est constant dans le temps. C'est une trajectoire qui augmente pour atteindre des niveaux assez élevés en 2050 et au-delà. Alors évidemment, il faut garder en tête que normalement, on a du zéro émission nette en 2050. Ça veut dire que l'assiette sur laquelle porte cette taxe-là, qui serait de 563 euros par tonne de CO2, normalement, ben, il y en a quasi plus, puisqu'on a du zéro émission nette. Donc, au passage, le net, ça signifie que c'est net de l'absorption par les pluies naturelles et les pluies technologiques telles que la capture et le stockage du carbone. Donc l'idée, c'est d'avoir un objectif et puis de voir ben, quel prix on devrait donner au carbone pour que l'économie respecte cet objectif. Et donc typiquement, c'est aussi une approche qui pourrait être utilisée par les entreprises, qui se fixent, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui affichent sur leur site internet des objectifs de réduction de leurs émissions de CO2 de 30%. Ben, normalement, en face, il devrait y avoir un prix du carbone qui est tel que quand elles l'appliquent, eh bien, ça leur permet justement de réduire leurs émissions de 30%. Donc c'est vraiment quelque part un raisonnement qui est très similaire à celui euh, qui est adopté et appliqué par la Commission Kiné au niveau français. Donc la Banque européenne d'investissement, elle s'en donne un aussi, un prix du carbone, pour prendre ses décisions d'investissement.
On a aussi l'Environmental Protection Agency aux États-Unis qui s'est donné un prix du carbone, alors un feu PA, je dirais, hein, parce qu'avec Trump, ça n'existe plus. On a aussi un prix potentiellement qui est donné par le SECE. Alors celui-là, les entreprises ne l'aiment pas du tout, ne le prennent jamais comme prix inter du carbone, et vous devez comprendre pourquoi quand je vous montre le slide, ça va pas du tout d'avoir quelque chose qui est aussi peu stable dans le temps. Voilà quelques exemples ici de prix internes choisis par des entreprises qui en communiquent la valeur. Donc, Swiss Re prend 100 dollars par tonne de CO2, Saint-Gobain 100 euros, Danone 35, Veolia 40, Solvay 100, Vallourec 80, LVMH 30 et la SNCF 100 euros par tonne de CO2. Alors, vous remarquerez au passage que, eh ben, clairement, toutes ces entreprises on choisit un prix du carbone qui est constant. D'accord? Alors qu'a priori, la façon efficace, en termes de coût, hein, d'atteindre un objectif de réduction des émissions du CO2, c'est d'avoir une trajectoire qui croît dans le temps, comme ça. Alors, pour la petite histoire, Quinet, qui dirige cette commission ici, c'est Alain Quinet, qui est responsable des infrastructures SNCF. Alors, donc on a passé un peu de temps sur le prix du carbone. Maintenant, on va passer à la deuxième composante, qui est le périmètre choisi par l'entreprise, c'est-à-dire sur quel type d'émission l'entreprise va faire porter ce prix du carbone. Donc, il y a une méthodologie officielle des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, voilà, qui est prévue par le Code de l'environnement, et en fait qui distingue trois catégories qui peuvent servir de base de calcul. Donc, l'entreprise peut soit utiliser ce qu'on appelle le scope 1, ou le scope 2 ou le scope 3, sachant qu'elles sont emboîtées. C'est-à-dire que dans le scope 3, on retrouve le scope 2 et le scope 1, et dans le scope 2, on retrouve le scope 1. Donc le scope 1, c'est celui qui est, bien sûr, de ce fait, le plus étroit. Il va seulement regrouper les émissions directes des entreprises. Donc les émissions pour lesquelles les entreprises sont directement responsables. Et en réalité, c'est en général ce que les entreprises vont utiliser quand elles font un prix interne du carbone. D'accord? Donc ça veut dire qu'elles ne prennent pas la définition la plus large possible de leurs émissions. Quelles sont les définitions plus larges? On a le scope 2, qui sont les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie, et le scope 3. Donc en France, si on a de l'électricité, par exemple, pour le scope 2, c'est pas si important que ça, mais le scope 3 peut l'être énormément. C'est toutes les autres émissions indirectes sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça veut dire pour mon producteur de voitures tout à l'heure, les émissions qui sont engendrées par l'acier qui rentre dans la production de la voiture. Alors évidemment, normalement, la réaction immédiate, c'est de dire, bah, évidemment, c'est le scope 3 qui a le plus de sens, évidemment qu'il faut se baser sur le scope 3. Alors j'y reviendrai un peu au moment de la discussion, mais d'abord, gardez à l'esprit pour le moment que bah, quelque part, le scope 3 d'une entreprise, c'est le scope 1 d'une autre entreprise. Donc si tout le monde utilisait le scope 1, quelque part, on serait couvert. Le fait qu'on doive potentiellement s'intéresser au scope 3 vient du fait qu'il y a certaines entreprises qui ne s'intéressent pas à leur scope 1. Voilà. Et donc, et par ailleurs, je plante une autre petite graine, et puis j'y reviendrai dans la conclusion. Potentiellement, mettre un prix du carbone sur le scope 3, c'est vraiment avoir une grosse épine dans le pied. Donc, ça peut être potentiellement un peu décourageant pour les entreprises. C'est peut-être pas la bonne façon de s'y prendre pour qu'elles soient actives et dynamiques dans leur décarbonation. Alors, une petite note sur une composante, je n'ai pas fait un slide exprès pour celui-là, mais il est quand même extrêmement important, notamment quand on s'intéresse aux investissements, c'est le taux d'actualisation. Donc, le taux d'actualisation, c'est la façon dont on va prendre en compte les flux de coûts et de bénéfices futurs au regard des flux et bénéfices courants. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce n'est pas la même chose d'avoir un coût aujourd'hui et des bénéfices dans le futur. On ne va pas pouvoir additionner ça directement. Il va falloir actualiser, dans le cas de l'exemple que je viens de prendre, les bénéfices futurs. Et pour ça, on utilise le taux d'actualisation. Ça permet de convertir donc, les flux futurs en valeur présente. Donc en général, ce taux prend en compte le coût d'opportunité du capital. Et j'insiste sur le fait que la littérature académique a montré et
que c'était très important de prendre aussi en compte le risque spécifique du projet. Alors, c'est particulièrement vrai pour les projets de décarbonation. L'idée est la suivante, c'est que quand on a un investissement qui va tendance à être rentable pour l'entreprise, dans des situations dans lesquelles l'entreprise a tendance à être, sinon sur ses autres activités, en difficulté, eh ben, c'est un projet qui a une valeur supplémentaire par rapport à un projet qui a des bénéfices, en particulier quand l'entreprise va bien. D'accord? C'est une dimension quelque part assurantielle du projet. Et dans ce cas-là, il faut moins pénaliser avec le taux d'actualisation les bénéfices d'un tel projet qui aurait une dimension assurantielle. Et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte son risque spécifique, c'est-à-dire le risque afférent au projet. Ça ne suffit pas de prendre en compte en fait un taux d'actualisation à l'échelle de tous les projets d'entreprise. Il faut distinguer les taux d'actualisation par projet, en particulier pour prendre en compte le risque spécifique du projet, voir s'il assure l'entreprise ou pas. Et donc, typiquement, un investissement de décarbonation, il assure l'entreprise contre le risque de transition. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que potentiellement, les bénéfices futurs d'un investissement qui aide à la décarbonation doivent être moins actualisés que les bénéfices d'un projet standard. Et donc, ce taux d'actualisation, il sert de base de calcul pour la valeur actuelle nette, que j'appellerai probablement la vanne par la suite, qui compare les valeurs actualisées aux coûts initiaux. Donc, ça permet de tout mettre, les bénéfices, les coûts, quel que soit le moment où ils ont lieu dans le temps, dans la vanne, et d'avoir un indicateur unique. Donc, je vais passer à ma première application, donc détermination du prix implicite qui a déclenché un investissement bas carbone. Donc ça, c'est une première façon de procéder. Donc là, pour le coup, on n'a pas besoin d'avoir un prix du carbone initialement. Ce qu'on propose ici, c'est qu'une entreprise qui fait des actions de décarbonation, mais pas forcément de façon très ordonnée. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec des services de certaines entreprises qui ont des fonds pour faire de la décarbonation. Et bon, parfois, les choix qui sont faits sont guidés par le fait que ça va donner beaucoup de visibilité, ça va se voir, ça va plaire aux salariés. Enfin, en tout cas, la dimension de décarbonation n'est pas la seule qui entre en ligne de compte et c'est pas forcément celle qui va permettre de choisir entre différents investissements de décarbonation. Donc, justement, ce qu'on propose avec le prix du carbone, c'est de rationaliser un peu tout ça. Mais dans un premier temps, si on observe qu'une entreprise a réalisé un investissement bas carbone, eh bien, on peut remonter au prix implicite qui aurait déclenché cet investissement précis. Donc, comment on procède? Et puis après, j'ai un exemple numérique sur un cas réel. Donc, dans une première étape, on dresse la chronique de tous les coûts et bénéfices de l'investissement décarboné. Donc, je peux déjà vous le dire. Donc là, on va prendre un exemple de MAPED qui avait choisi de prendre une navette qui fonctionnait au biogaz plutôt qu'à l'essence, au fioul. Donc on prend tous les coûts et bénéfices de l'investissement décarboné, ça veut dire l'investissement dans la navette biogaz et puis bah, le biogaz qu'il va falloir mettre dedans, la maintenance, enfin voilà, tout ce qui va autour de cet investissement. Ensuite, on fait la chronique de tous les coûts et bénéfices de l'alternative non décarbonée, donc c'est la navette qui fonctionne à l'essence ou au diesel. On calcule la chronique des réductions d'émissions permises grâce au projet décarboné plutôt que non décarboné. Donc en fait, dans mon exemple, j'y viens tout de suite. Ici, on a les tonnes de CO2 dans la ligne réduction. J'espère que vous voyez ma souris. Donc en fait, là, on avait avec ces navettes, elles permettaient de réduire de 58,45 tonnes les émissions chaque année. On se donne un taux d'actualisation. Donc, pour rappel, l'État, c'est 3,2, la BUI prend 5%. En général, les entreprises privées prêtent des choses plus élevées. Ici, on avait pris 8% dans notre exemple. Et donc, eh bien, on détermine le prix du carbone qui permet d'égaliser la vanne des deux projets. D'accord? On a la vanne du projet décarboné dans laquelle entre euh, la valeur de la décarbonation. Oui, on peut choisir la vanne dans laquelle on le met, ça revient au même à la fin. Et puis ensuite, on calcule aussi la vanne de l'alternative qui est non décarbonée. Donc ici, voilà, donc c'est ce qu'on a fait.
pour que ce soit visuellement intéressant. Donc, on a procédé par tâtonnement. Et donc, on voit ici que avec une valeur aux alentours de 68 euros par tonne de CO2, on va égaliser les vannes. La valeur totale de la réduction, voilà, se trouve aux alentours de 24 752 et ici le coût supplémentaire aux alentours de 24 752 aussi. Vous en avez deux parce que bah, voilà, dans un cas, vous avez la différence qui est un tout petit peu négative, dans l'autre cas, un tout petit peu positif. Donc, le prix du carbone se trouve entre ces deux valeurs, 68 231 et 68 232 euros par tonne de CO2. Donc, pour reboucler dans l'autre sens, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si l'entreprise s'était donné un prix interne du carbone d'environ 68 euros par tonne de CO2, au moment de choisir entre un véhicule biogaz et un véhicule standard, eh bien, alors, à 68, elle aurait été strictement indifférente entre les deux. Avec quelque chose d'un tout petit peu supérieur à 68, disons 69, eh bien, elle aurait choisi le véhicule biogaz. Le prix, je vous le rappelle, étant complètement fictif, ça veut dire qu'ensuite, bah voilà, ce prix de toute façon n'est pas payé sur les émissions. C'est juste un instrument pour faire le choix entre deux investissements. Deuxième application, évaluation, donc là on reprend les choses dans l'autre sens, de la viabilité d'un projet d'investissement intégrant le prix interne du carbone. Donc de nouveau, dans le guide qui existe des prix internes du carbone, donc qui a été réalisé par la chaire Clé. Toutes ces étapes sont précisées. Donc, dans la première étape, on définit un prix interne du carbone et un taux d'actualisation. Donc, quelque part, c'est des paramètres qu'on se donne au départ, qui vont dépendre du secteur, des objectifs de réduction d'émissions. Et en général, l'objectif, c'est d'anticiper un risque réglementaire, mais ça peut être aussi d'afficher une soutenabilité, d'attirer de nouveaux collaborateurs, comme on l'a vu au tout début de la présentation. Dans la deuxième étape, on établit la chronique des coûts et bénéfices du projet décarboné. Donc, on a de nouveau, en intégrant tous les coûts d'investissement, les charges d'exploitation, les économies d'énergie, les gains de productivité, les bénéfices environnementaux et tout autre co-bénéfice. Par exemple, une navette qui fait moins de bruit. Voilà, le bruit, il existe aussi une valeur pour le bruit et donc ça peut être intégré ensuite, on peut le monétariser. Étape 3, quantifier les émissions résiduelles du projet décarboné. Donc potentiellement, notre projet décarboné n'est pas complètement propre. Ça va être le cas par exemple des navettes biogaz. Donc on calcule les émissions de CO2 restantes après la mise en œuvre des actions de réduction. Et ça nous permet de calculer la vanne du projet décarboné. Et ensuite, on fait la même chose avec le scénario non décarboné, donc l'investissement dans lequel on a du carbone. On calcule aussi les émissions de ce scénario, donc, qui, en toute logique, vont être largement supérieures aux émissions résiduelles du projet décarboné. On calcule la vanne des deux scénarios et on compare. Et si on se retrouve avec une vanne plus élevée pour le projet décarboné, ben, ça veut dire qu'on a une meilleure performance économique au sens large ou économique et environnementale à long terme, c'est-à-dire quand on prend en compte les émissions de CO2. Donc c'est par exemple ce qu'a fait la BEI pour un problème d'usine de bioéthanol. Donc l'objectif, c'était réhabiliter un site industriel de production et il y avait deux options. Une option dans laquelle on avait une composante de décarbonation et une option dans laquelle ce n'était pas présent. L'option avec décarbonation coûte 10 millions d'euros de plus que l'option sans décarbonation. Et donc voilà le genre de résultat qu'a obtenu la BEI. Donc elle s'est donné un prix du carbone de 266 euros par tonne de CO2. Donc c'est assez élevé. C'est assez près en fait du prix du carbone français utilisé pour les investissements publics actuellement. Et elle a obtenu que ça permet d'éviter 109 000 tonnes de CO2, de réaliser des économies d'énergie et d'éviter aussi certaines autres émissions. Donc si on met tout ça dans un tableau pour résumer, donc le coût d'investissement supplémentaire, c'est 10 millions d'euros. Les économies d'énergie sont ici. Les tonnes de CO2 évitées sont celles-là. Les tonnes de NOx sont celles-ci. Les coûts évités de carburant. Et puis ensuite, le coût social du carbone évité, donc ça c'est celui qui est obtenu en multipliant les émissions par
le prix du carbone. Et puis le coût de la pollution de l'air évité, ici, donc il est de 0,9. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est actualiser tout ça. Donc là, au passage, il y a quelque chose qui est assez moche qui est fait, c'est que on a l'impression qu'ils ont actualisé des tonnes de CO2, ce qui est interdit. On peut actualiser uniquement des valeurs monétaires, mais ça leur permet ensuite, donc ce qu'il faudrait faire proprement, hein, c'est multiplier les émissions de CO2 par le coût social, et puis ensuite actualiser, d'accord? Et ça nous donnerait bien 18,2 euh, millions d'euros. Donc ce qu'ils ont fait, c'est bien avoir actualisé des tonnes, ce qui est donc rigoureusement interdit. Puis après, on multiplie ça par le prix du carbone et ça nous permet bien d'avoir le 18,2. Donc à la fin, on a la même chose, on n'a pas pris le même chemin. Ce chemin-là n'est pas très joli, mais ça ne change pas le résultat final. Et donc en prenant tout ça en compte, donc le coût d'investissement, les économies réalisées grâce à la réduction d'utilisation d'énergie et puis les réductions d'émissions de CO2, eh bien, ça permet d'avoir une valeur économique nette de 20,7, c'est-à-dire la différence entre les deux vannes, la vanne du projet standard et la vanne du projet de décarbonation, conduit à une vanne donc, supérieure pour le projet décarboné à hauteur de 20,7 millions d'euros. Dernière application, je vais peut-être accélérer un tout petit peu, le calcul de la marge décarbonée. Donc ça permet d'orienter l'entreprise dans sa stratégie. Donc de nouveau, les étapes sont les suivantes. Il faut se définir un prix interne du carbone. Et ensuite, on calcule les soldes intermédiaires de gestion. Donc ça peut être la valeur ajoutée, le résultat net, excédent brut d'exploitation, pardon. Et ensuite, on intègre le coût du scope 1 dans un premier temps. On évalue les émissions directes en tonnes de CO2. On les multiplie par le prix du carbone et on les retranche des soldes intermédiaires calculés précédemment pour avoir un solde intermédiaire net de cette marge carbonée. Donc ça permet d'avoir une marge décarbonée. Et ensuite, on peut faire la même chose avec le scope 2 et le scope 3. Et ensuite, on regarde ce que ça donne. Est-ce que l'entreprise a des résultats qui sont très sensibles à la prise en compte de ces différents scopes ou pas? Donc ici, donc j'ai plusieurs exemples. Donc là, vous avez un exemple qui est celui de Getlink, donc qui est le tunnel sous la Manche, qui prend un prix du carbone de 205 euros par tonne de CO2. Donc ça, c'est le niveau de l'EPA, enfin feu l'EPA américaine. Donc ce qu'on observe ici, donc pour 2024 par exemple, donc leur prix du carbone est là. Euh, leur, le résultat est de 833 millions d'euros ici, donc avant prise en compte de quoi que ce soit. Ensuite, ici, on rajoute les scopes 1 et 2. Ça correspond à 9 millions d'euros, donc ça ne change pas grand-chose à leur résultat. Par contre, quand ils commencent à prendre en compte tous les scopes, là, on voit que leur résultat passe de 833 à 801. D'accord? Donc, cette facture carbone scope 1, 2, 3 représente 3,9% du résultat. Donc, ça commence à devenir non négligeable, mais évidemment, Gatling passe largement la barre et c'est bien pour ça qu'il s'amuse à faire ses calculs pour montrer justement qu'il passe largement la barre. Mais on a donc des exemples un peu plus locaux. Par exemple, le groupe Pilote fait ça aussi. Et utilise, alors nous, enfin, ce qu'on l'a fait pour Pilote, donc on l'a fait pour deux prix différents. On a pris la trajectoire, la valeur courante de la trajectoire de la commission Kiné, et puis celle aussi qui est utilisée par Gatling. Alors au passage de nouveau, hein, ce qu'il faudrait faire, hein, c'est utiliser une trajectoire avec quelque chose qui croît. Là, on a fait des choses simples et pour utiliser des choses qui croient, il faudrait aussi qu'on ait bien, ce qui est prévu dans le futur par le groupe pilote pour pouvoir appliquer une trajectoire. Donc, on a un groupe qui a enregistré 407 tonnes de CO2 dans son scope 1, 63 tonnes, pardon, dans son scope 2, et la quasi-totalité des émissions relève du scope 3. D'accord? Ça vient majoritairement des émissions liées à la fabrication et au transport des produits achetés, ainsi que du recyclage des produits en fin de vie. Donc là, on a dans la partie supérieure le BE, dans la partie inférieure le résultat net. Et donc, ce qu'on observe, c'est que oui, quand même, les scopes 1, 2, 3 représentent 33%
de l'EBE. Donc, entre guillemets, ça passe toujours la barre, mais ça run quand même pas mal l'EBE. Et 45% du résultat net. D'accord? Donc, c'est vraiment des choses qui commencent à être non négligeables. On a fait le même exercice pour en phénol Socapex. Et alors là, donc ce qui est intéressant de voir, c'est que de nouveau, la quasi-totalité des émissions relève du scope 3. Ça vient de la fabrication et du transport des produits achetés et vendus. 16% proviennent des immobilisations de biens, c'est-à-dire des émissions générées lors de la production et du transport des biens destinés à constituer des actifs durables inscrits au bilan de l'entreprise, tels que les machines. Là, donc, ce qu'on obtient, c'est que je vais directement aller au résultat net, hein, avec un prix de 256 euros par tonne de CO2, on se retrouve avec une facture carbone scope 1, 2, 3 qui représente 20% du résultat net. Donc pour conclure rapidement, en discussion, donc essentiellement deux points que je voudrais discuter potentiellement par la suite, c'est la notion assez nouvelle de greenwashing qui s'oppose au greenwashing et qui peut conduire des entreprises à ne pas intégralement communiquer sur leurs actions de décarbonation, leurs actions environnementales en général. Alors, voilà, c'est un concept qui est relativement nouveau, qui est essentiellement apparu en marketing au départ, mais on peut voir qu'effectivement, en réalité, donner un prix carbone, ça donne de l'information aux concurrents, aux fournisseurs, sur la façon dont l'entreprise prend ses décisions, alors qu'à la fin, elle ne paye pas le prix du carbone. Donc on voit qu'ici, on a une valeur qui pourrait être appropriable par les concurrents ou par les fournisseurs si l'entreprise révélait le prix du carbone. Donc voilà, une discussion potentielle à avoir sur, on pourrait avoir un prix du carbone, mais on pourrait ne pas vouloir communiquer sur ce prix du carbone. Ensuite, détermination du niveau de prix interne du carbone. Donc, à mon sens, un intérêt de l'approche coût-efficacité, potentiellement au niveau des services. C'est-à-dire que si une entreprise se fixe des objectifs de réduction des émissions par service, eh ben, ça veut dire qu'elle peut calculer un prix implicite, celui qui permet d'atteindre cet objectif au niveau du service, et ça veut dire que ce serait le prix du carbone qui devrait être utilisé au niveau du service, et ça veut aussi dire que potentiellement on se retrouve avec différents prix du carbone selon les services. Et un dernier point qui correspond plus à eh bien, finalement le choix du scope. Je vous en avais parlé un peu plus tôt dans la présentation. On a ce problème entre est-ce qu'on doit prendre le scope 1 qui est probablement un peu restrictif ou le scope 3 qui en réalité correspond à une responsabilité qui incombe à d'autres entreprises puisque c'est un d'autres entreprises et qui potentiellement plombe la stratégie de décarbonation des entreprises qui vont se retrouver face à quelque chose d'infaisable. Donc probablement que des approches avec une pondération des scopes, peut-être en fonction de la valeur ajoutée qui correspond aux différents scopes. C'est-à-dire que si on a dans la chaîne de valeur des entreprises qui font leur valeur ajoutée sur certains produits avec un niveau de décarbonation, bah peut-être qu'elles devraient, elles, être considérées comme davantage responsables que l'entreprise qui est en bout de chaîne. Donc voilà, une réflexion probablement à avoir sur quelque chose d'un peu plus fin à faire au niveau du périmètre que simplement choisir entre le scope 1 et choisir le scope 3. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous écoute pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Aude. Ta présentation était très très éclairante. Bah oui, donc du coup maintenant on va ouvrir le temps d'échange. N'hésitez pas à ouvrir directement votre micro pour pouvoir partager vos questions ou vos réflexions. Toujours qu'il y a une première personne qui se lance et après c'est parti. Je veux bien essayer. Benoît Stutz. Hop. Merci Aude pour cet exposé très intéressant. Moi, je suis pas un économiste, donc il y a plein de choses de choses nouvelles, enfin en tout cas
de nouveautés ou de façon d'aborder le problème. Donc, le prix du carbone, ça permet à une entreprise de flécher sa politique sur ses investissements ou sur. euh, je le perçois comme quelque chose. L'entreprise se projette dans le futur avec des réglementations qui vont arriver et elle anticipe le devenir. Moi, j'aurais une question sur ce qui se passe à l'international et les revirements qu'on est en train de vivre. Et du coup, est-ce que ça questionne pas les entreprises vis-à-vis de leurs investissements? Quand on voit ce qui se passe, bon, bien sûr, aux États-Unis, on peut se dire que c'est quelque chose qui est passager, mais quand on regarde ce qu'on entend aujourd'hui sur la Pologne, avec une pression des populations pour sortir du Green Deal, pour tout un tas de choses qui, voilà, comment est-ce que cet outil peut être appréhendé par les entreprises dans ce contexte assez incertain? Oui, oui, c'est vraiment le problème principal parce que c'est l'un des intérêts de cet outil, c'est vraiment se préparer à la réglementation future. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on a ces appels autour de la nécessité de constance et de clarté, parce que ça aiderait beaucoup les entreprises à utiliser ce type d'outil si on avait de la visibilité, si on avait de l'assurance. Et quelque part, on a un vrai appel des entreprises qui, pour certaines, ont commencé à faire des choses et puis sont plus vraiment sûres que c'était de bonnes idées. Et donc, comme elles ont commencé à faire un morceau du chemin, il y a vraiment une vraie attente vis-à-vis de la puissance publique de mettre en place ces politiques. C'est-à-dire que on a un peu, la position s'est un peu modifiée d'entreprises qui initialement étaient extrêmement frileuses et le voyaient comme une contrainte, et c'est vrai que c'est une contrainte qui allait plomber leur fonctionnement. Mais en fait, elles ont commencé à jouer un petit peu le jeu et maintenant elles se trouvent au milieu du gué, un peu abandonnées. Et donc, on a une certaine proportion d'entreprises qui se trouveraient beaucoup mieux que la contrainte vers laquelle elles s'étaient projetées soit effectivement mise en place pour pouvoir avancer et pas être dans un attentisme en fait qui est préjudiciable à la fois pour leurs résultats et évidemment pour la décarbonation. Alors, ceci étant dit, il n'y a pas que ça. La mobilisation des collaborateurs, c'est quand même aussi quelque chose qui est assez intéressant. C'est-à-dire, ça commence à devenir un peu compliqué pour une entreprise qui se comporte mal en termes d'émissions de CO2. Et là, ça n'a plus rien à voir avec la réglementation, c'est plutôt un changement d'état d'esprit, de recherche de sobriété, par exemple. Voilà, donc ce levier-là, a priori, il est assez immunisé des changements de politique. Et on peut espérer que ce levier-là, normalement, au bout d'un moment, les gens vont se mettre à voter aussi pour que la réglementation soit en ligne avec leurs aspirations, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de ne pas travailler pour des entreprises fossiles, mais de voter de sorte que, il y ait une réglementation cohérente avec tout ça. Et merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. questions? Je vois Oui, dans le chat. Oui, vas-y Stéphanie. oui. Avez-vous des cas d'entreprises qui utiliseraient le prix interne du carbone pour mobiliser les collaborateurs pour mettre en place des procédés plus économes en carbone ou avoir des pratiques, je pense au voyage par exemple, ou encore pour dégager des budgets de compensation carbone? Alors, non, j'ai pas beaucoup d'informations à ce niveau-là. Ce que j'ai, c'est de la littérature académique qui montre que euh, c'est deux niveaux, hein, que les gens aiment moins travailler pour les entreprises fossiles et qu'ils aiment plus travailler pour les entreprises qui font quelque chose. Donc, il y a vraiment ces deux littératures différentes et ces deux sujets un peu différents. Ensuite, on voit quand même que se développe, donc simplement, moi, je l'observe au niveau des universités, euh, des choses qui sont nouvelles. Certaines universités, alors j'ai pas connaissance que ça se fasse en France, mais certaines universités internationales, si on vient en train, vont donner un budget quand elles nous invitent qui va être supérieur et nous donner accès à la première classe, par exemple, si on utilise le train plutôt que si on utilise l'avion. Voilà, ce genre de politique interne.
Justement, bah, enfin, ça me permet un petit peu d'ouvrir parce que je vois la remarque de Gaël dans le chat qui dit que bah, il y a un besoin de se l'approprier. Et je profite de l'intervention de Stéphanie Doha qui était juste là, qui fait partie de la structure Elodica avec qui la Fondation vient de nouer récemment un partenariat. Et en fait, Elodica, c'est une structure qui agit pour l'élimination du carbone en développant des coopérations industrielles et des financements de start-up ou d'entreprises. Et donc pour Elodica, le prix interne du carbone, c'est un vrai levier de mobilisation des entreprises. Et l'idée, c'est qu'on puisse commencer à créer des ateliers ensemble, des formations, plusieurs choses. Donc pour les personnes qui sont encore en ligne, je vous invite à rester connectés à nos réseaux pour avoir les informations en fait, des prochains événements et des prochaines informations qui seraient à venir. Est-ce qu'il y a une dernière question? Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais il me reste plus qu'à vous remercier tous et de vous Merci souhaiter une beaucoup. bonne journée. Merci. Merci beaucoup, très bonne Bonne journée. journée, au revoir. Au revoir.